Bonsoir à toutes et à tous. On est à la bourre, je sais. Ibra est déjà dans le chat et il se plaint pour une fois que c'est lui qui est en avance. Voilà, on est à la bourre, on est bien à la bourre, mais c'est comme ça. C'est un peu une tradition à respecter. Ravi de vous retrouver pour justement le retour de Lucarne américaine. D'habitude, le rendez-vous du lundi à 22 heures, exceptionnellement un mardi. J'ai décalé parce que j'aurais pas pu être prêt hier soir, tout simplement. Donc, j'ai préféré décaler plutôt que de faire un truc un peu à l'arrache. Et donc le rendez-vous du lundi à 22 heures en direct sur Twitch. Et je vais en profiter direct. Et je vais remercier aussi, direct, parce que des gens sont prêts. Il y a déjà du monde dans le chat, donc je vais saluer donc Ibra qui se plaint du retard, Nacio, Dame Not Sorry, Jamy, Nir. Est-ce que j'en oublie? Est-ce que j'en oublie? Non, j'en oublie surtout Ma Foi qui vient de prendre un sub. Septième mois ici sur cette plateforme, sachant qu'il a déjà été sur d'autres plateformes. Donc merci beaucoup Ma Foi pour le soutien, hein, toujours important. Merci beaucoup et je vais en profiter d'ailleurs, hein, on est pas loin des 1000 sur Twitch, donc voilà, c'est un palier qui changera pas la vie du monde, hein, ni la nôtre, mais qui est juste symbolique et qui est sympa. Donc donc voilà, n'hésitez pas à follow si ce n'est pas fait. Et si vous pouvez, hein, allez-y pour faire comme Ma Foi. On n'est pas loin, on est à 72, je crois. 71 ou 72 subs, c'est énorme aussi. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent sur cette plateforme-là. Et je vais en profiter aussi pour rappeler, donc l'émission est en direct sur Twitch, mais elle est disponible en replay, que ça soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Et surtout, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, sur les différentes plateformes de podcast à nous suivre parce qu'il y a des choses qui devraient pas tarder à arriver. Il y a des choses, voilà, plusieurs choses qui devraient arriver, j'en dis pas plus. Je salue aussi King Giannizi qui vient d'arriver. C'est quand même souvent exceptionnellement le mardi. C'est vrai que ça fait les deux, trois derniers ont dû avoir lieu des mardis soirs, Nir, tu as raison. Mais voilà, bon, mais normalement, normalement, c'est le lundi soir. Parce que l'idée, c'est d'être présent, d'être là toutes les semaines, concrètement, pour dire les choses. Et maintenant on a fini, c'est la reprise, hein, pour nous officielle, vous l'aurez compris, c'est la reprise de Lucarne américaine. Et le lundi est le seul soir où je suis normalement sûr d'être là, parce qu'après, eh ben, vous le savez, avec le travail, les mardis, mercredis sont souvent pris, etc., etc. Bref, Lucarne américaine, pour ceux qui nous découvrent, pour ceux qui ne savent pas, qui tombent dessus par hasard, bienvenue à vous d'ailleurs. C'est pendant une heure et demie, on va faire le tour des Amériques. Et uniquement des Amériques, mais vous allez voir que du Canada jusqu'à Ushuaïa, il y a quand même pas mal de choses à raconter. Et cette semaine, généralement, on articule l'émission avec une première partie sur les actualités, quelques news, on fait trois quatre news, ou 3, généralement pas plus de 3. Et ensuite, on a un grand dossier thématique par rapport à un football ou des footballs ou des thématiques qui touchent particulièrement les Amériques. Cette semaine, comme c'est le retour, comme c'est la reprise, comme il y a eu à peu près tout l'été, enfin il y a eu à peu près 2 mois de coupure, on va faire un petit point, on va revenir sur certaines nouvelles, sur certaines news importantes, certaines dont on avait déjà parlé, donc on va faire un peu l'épilogue de ce dont on avait parlé, et d'autres dont on n'avait pas parlé et qu'on aurait aimé ne pas parler. Donc ça va être très particulier, ça va être ce principe cette semaine. Ensuite, à partir de la semaine prochaine, on reviendra sur des choses classiques, les news, le dossier et les Golasso Hello. Parce qu'il n'y aura pas de Golasso Hello aujourd'hui. Je vous avais dit que j'avais pas eu le temps de tout préparer. J'ai préféré focus sur les news. Et puis, parce qu'il y a 2 mois de retard, hein, donc on va pas faire une sélection sur 2 mois. Ça aurait été trop compliqué. Bref, par exemple, Independiente versus Laou. Exactement. On va en parler. J'ai pas salué Red qui est arrivé dans le chat. Donc voilà le principe pendant une heure et demie. Et pour ceux qui écoutent cette émission en replay, hein, venez assister à l'émission en direct. Comme ça, vous pouvez poser vos questions et interagir avec la commu. Je vérifie une dernière fois que j'ai oublié personne dans ceux qui sont arrivés. Merci Ma Foi, hein, pour le soutien, mais aussi pour le message. Et donc, voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés, parce qu'on va démarrer tout de suite. On va avoir, je le disais, qu'une rubrique news, et vous allez voir qu'il y a du sympa et il y a du pas sympa du tout. D'ailleurs, il y a du très très sombre, et on va commencer justement par du très 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 sombre, puisque on va se diriger en Équateur. Alors ceux qui suivent un petit peu les actualités hors football en Équateur se doutent
du contexte et de ce dont on pourrait éventuellement parler. Ceux qui ne savent pas, on va parler de violence de manière générale en Équateur, avec une société qui a basculé dans enfin, qui est contrôlée plus ou moins par les gangs, et donc qui est complètement parasitée par des guerres de gangs. Et ça a des répercussions. Vous allez le voir, on va en parler dans un instant, on va y aller direct, puisque dans la nuit du vendredi 19, donc c'est très récent, hein, du 19 septembre, c'est probablement l'actualité la plus chaude, il y a eu un nouvel événement violent qui s'est déroulé dans la province d'Esmeraldas. Alors, vous m'entendez souvent parler de la province d'Esmeraldas quand on parle de football en Équateur, parce que c'est la zone, la région qui produit, si je puis m'exprimer ainsi, le plus grand nombre de footballeurs. Beaucoup de footballeurs de la sélection équatorienne que vous verrez à la Coupe du Monde viennent de cette province-là. C'est une province qui est située aux portes de la Colombie. Si je dois remonter un petit peu dans l'histoire d'ailleurs, la province d'Esmeraldas s'appelle ainsi parce qu'elle a une couleur émeraude, et c'est une province qui est aussi qui a un fort héritage lié malheureusement à l'esclavage, parce que c'est une province qui a accueilli soit des esclaves qui allaient en Colombie, qui étaient envoyés dans des bateaux en Colombie et qui donc parvenaient à s'échapper de leurs conditions dramatiques en Colombie et venaient dans cette province-là, ou tout simplement quand les bateaux échouaient, les survivants venaient dans cette province-là. C'est aussi que c'est pour cela que c'est une zone où il y a énormément d'Afro-Africains. Ça, c'est une parenthèse, c'est juste pour vous faire un petit peu de point culture. C'est pour que vous placiez un petit peu où est cette région, que vous compreniez aussi voilà, où est cette région, de quoi il est question, et sa proximité avec la Colombie, vous allez le voir dans un instant, en fait une zone de transit pour des choses très très négatives. Mais voilà, j'ai fait un petit peu de culture, mais là on va basculer dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec cette culture-là. Donc je le disais, le 19 septembre, dans cette province, il y a deux hommes qui ont été abattus à l'intérieur d'une maison, voilà, tranquillement. J'ai dit afro-africain, excuse-moi Anira, afro-équatorien. La région de Pacho et Incapié, par exemple, une grande majorité de la sélection, hein, voilà. Ça, c'était le point culture. Ceux qui m'avaient écouté sur Canal Plus Afrique, ils y avaient eu droit quand on avait commenté l'Équateur. Bref, je ferme cette parenthèse parce que c'est toujours bien de faire un peu de culture. Là, on va aller sur des choses très sombres, je le disais. Deux hommes ont été abattus dans une maison. Selon la police, l'attaque s'est produite vers 19 h. Des hommes armés sont clairement entrés dans la maison, donc ont ciblé cette maison-là, ont tiré sur les hommes. Les deux sont décédés et parmi eux, il y a un ancien footballeur, cet homme que vous voyez en photo, si vous regardez la vidéo, et forcément vous qui êtes en direct, vous la voyez, ce garçon qui s'appelle Jonathan González Guerrero, 31 ans, footballeur équatorien dont le surnom est Speedy. Je vous laisse imaginer par rapport à ses qualités ce que cela signifie. C'était un joueur extrêmement rapide. Il était avec un ami à lui, Dario Javier Batalla Quiñones, pour vous donner le nom, qui avait 35 ans. Ce que l'on sait pour l'instant par rapport à cette affaire-là, c'est que ils ont été absolument canardés, hein, il n'y a pas d'autre mot. On a trouvé 19 douilles, voilà, d'autres balles, voilà, on a trouvé des éléments, on a trouvé surtout les deux hommes décédés. Au départ, aucun suspect pardon, avait été interpellé. Il y a eu une enquête qui a été lancée, on n'a pas encore eu les rapports d'autopsie de manière générale, mais bon voilà. Et par rapport aux raisons, justement, Ibra, ce que l'on a trouvé, 7 personnes ont été interpellées. Parmi elles, il y a 2 mineurs, et je vais y revenir, mais gardez ce nom en tête pour l'instant. Tous appartiennent aux Choneros. On va en parler. C'est un gang qui sévit en Équateur, et on va en parler dans un instant. Alors, ça sent une affaire de paris sportif. Ça a été l'une des hypothèses qui a été évoquée. Pour reprendre ton propos, Red, ça a été l'une des hypothèses évoquées parce que voilà, un chantage au match truqué que le joueur n'a pas voulu suivre ou des choses comme cela. Mais apparemment, ça serait on ne sait pas encore. Voilà, on n'a pas les motifs, on n'a pas les motivations des tueurs pour l'instant, en tout cas au moment où je parle. Donc, pour l'instant, on va écarter. L'hypothèse n'est pas écartée, mais on va pas
la favoriser parce que ça peut être aussi une criminalité, comme on dit, de droit commun, hein, donc voilà, donc ils essayent d'analyser, de voir si le joueur ou son collègue ou les deux ont reçu des menaces. Pour vous faire un petit point rapide, une petite présentation rapide de Jonathan Gonzalez, je le disais, il avait 31 ans, il a joué et il a été post-formé à Independiente del Valle, il s'est révélé pardon, dans ce club-là, il a même été l'une des révélations du championnat à l'époque, c'était il y a 12 ans à peu près, en 2013. Il a joué au Mexique, il a joué dans de nombreux clubs mexicains. Il a fait quelques allers-retours entre le Mexique, l'Équateur. Il a joué à la LDU. Il a joué là. Il évoluait dans un club qui s'appelle 22 de Julio, 22 juillet, si vous voulez en français, qui était en troisième division équatorienne, mais qui a été champion l'année dernière avec lui et qui est donc monté pour la première fois de son histoire en série B, en deuxième division. Il est passé il a disputé la finale de la Libertadores 2016 hein, avec Independiente del Valle. Je vous rappelle hein, que Independiente del Valle était en finale en 2016 après avoir éliminé River et Boca le long de son parcours. Il a quelques sélections avec les U20. Il a joué la Copa América 2015 au Chili. Donc c'était à l'époque l'une des grandes promesses du football équatorien. Bon, ça n'a pas forcément explosé derrière. Mais voilà, il a quand même sa belle carrière professionnelle. Il était en série B, je le disais, il a migré au Mexique. Il a joué aussi au Paraguay avec Olimpia, qui est l'un des plus grands clubs paraguayens. Donc il a une jolie carrière quand même professionnelle. Et donc il a été assassiné à 31 ans. Alors, cette histoire-là, c'est un joueur de deuxième division. Donc pour répondre à ta question, King Giannisi. J'en profite, petite parenthèse, pour saluer Philippe qui vient d'arriver dans le chat. Et le souci, dans cette histoire-là, il s'avère que en fait, on est sur un mois de septembre absolument terrible en Équateur pour les footballeurs parce que le 9 jours plus tôt, le 10 septembre, des personnes vêtues d'uniformes de police ont débarqué à bord d'une camionnette blanche, ont simulé une sorte d'intervention policière et ils ont juste tiré sur tout le monde dans un hôtel. Dans un hôtel qui s'appelait le Costa Azul, je cherchais le nom, sur la ville côtière de Manta, qui est dans le département de Manabí, qui est juste en dessous, au sud de la province d'Esmeraldas. 5 personnes ont été tuées, et parmi ces 5, 2 joueurs de foot que vous voyez ici en photo, Michael Valencia, qui est à droite sur l'image, décédé sur le coup, et Leandro Yepes, qui est sur la gauche, qui est décédé dans les 24 heures qui ont suivi ce massacre là-dedans. Tous deux sont des joueurs d'un club qui s'appelle Exapromo Costa, un club de la 3e division, qui a forcément communiqué hein, sur le décès de ces 2 joueurs. Tout cela pour dire que ça fait donc 3 footballeurs des 3 premières divisions équatoriennes qui ont été assassinés en 10 jours. Et cela fait suite aussi à une attaque qui a surgi entre les deux le 16 septembre, qui a été menée sur un joueur d'Orense, club de première division, un jeune attaquant qui s'appelle Suarez, et je viens de manger son prénom, mais c'est pas grave, il s'appelle Suarez, vous l'avez en photo ici, et il a été attaqué à main armée alors qu'il était en voiture sur une des avenues principales de la ville de Machala. Et en gros, 2 hommes sont arrivés en moto, ont intercepté le véhicule dans lequel Suarez se trouvait avec sa compagne et ont tiré. Et voilà, le club a depuis communiqué qu'il est dans un état stable, qu'en fait qu'il était hors de danger, tout simplement. Donc ça fait 4 joueurs attaqués, pas forcément ciblés directement, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça permet aussi de mettre en lumière ce climat absolument dramatique qui traverse l'Équateur depuis plusieurs mois, et c'est aussi de cela dont on va... Ariel, merci Nacio, exactement. Manta a une équipe de première division aussi, exactement, c'est Delphine. Donc voilà, donc 4 joueurs en 10 jours, hein, sur un espace de 9 jours, qui ont été attaqués. On ne sait pas encore si certains ou tous ont été directement ciblés. On ne sait pas, vraiment, pour l'instant, on n'a pas d'éléments par rapport à cela. Donc, on ne peut pas mettre, pour l'instant, l'hypothèse de menaces ou de paris sportifs qu'ils n'ont pas voulu truquer ou qu'ils auraient truqué, ou je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils auraient truqué, parce que dans ces cas-là, ils seraient encore là, si c'était cela. Donc, on ne peut pas écarter cette hypothèse, mais on ne peut pas la favoriser. Ça peut être aussi, comme dans le cas du débarquement de ces personnes vêtues d'uniformes de police dans cet hôtel de la province de Manta, de la ville de Manta.
Ça peut être tout simplement des victimes collatérales, mais ça reflète donc, je le disais, un climat général qui traverse l'Équateur hein, depuis plusieurs mois. On est sur un semestre absolument terrible et je vais en parler dans un instant. Pour vous donner une idée, je le disais, j'ai parlé des choneros. Je vais en reparler dans un instant parce que ça peut être l'une des raisons et des explications de cette flambée de violence qui touche l'Équateur ces derniers mois. Je vais vous donner quelques chiffres quand même pour que vous mesuriez où on est, dans quel contexte on se trouve en ce moment en Équateur. Le taux d'homicide est passé de 6 homicides pour 100 000 personnes en 2018 à 48 pour 100 000 en 2023. Il était un tout petit peu redescendu l'année dernière puisqu'il était à 38 pour 100 000, ce qui est déjà énorme, hein, puisque ça en faisait à l'époque déjà, ça faisait de l'Équateur le pays le plus insécure, si je puis m'exprimer ainsi, d'Amérique du Sud, tout simplement. Donc le pays le plus, voilà, le plus insécure. Et là, à l'heure où l'on parle, en 2025, donc sur les chiffres du premier semestre 2025, je fais une petite pause. Merci beaucoup à la bande, à Radio Bière Foot. Merci Radio Bière Foot pour le raid. Et merci, bienvenue à vous tous qui venez d'arriver. On est sur des choses extrêmement gaies, hein, avec des gens qui se sont fait tirer dessus et des morts. On est en Amérique du Sud. On fait le tour des Amériques, mais on commence par les actus les plus sympas. Vous voyez, hein, on sait accueillir les gens. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Et puis voilà, restez un petit peu avec nous. Vous allez voir, on parle de choses très très gaies. On va parler de gangs, de guerre de gangs et de gens qui meurent. Bref, je continue mon histoire. Donc, depuis le début de l'année, donc depuis le premier semestre, on a les chiffres qui sont tombés sur le premier semestre 2025. Tenez-vous bien, il y a eu 5 268 homicides. Si vous rapportez cela, alors je vais pas vous faire le calcul, mais imaginez un petit peu combien d'heures cela représente un semestre. Ça représente 4300 heures à peu près, un peu plus. Ça veut dire qu'il y a plus d'un homicide par heure en Équateur depuis le premier semestre, depuis donc le début de l'année. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 40% du nombre de cas d'homicide, donnés dans ce pays depuis le début de l'année. C'est le semestre le plus violent de la décennie. Alors, maintenant, pourquoi tout cela? Tout simplement parce que ces dernières années, les groupes criminels et autres cartels, hein, vous savez, je vous les ai expliqué en introduction, alors ceux qui viennent de débarquer ne savent pas, mais j'ai expliqué en introduction que on est à la frontière, surtout dans les zones les plus explosives, on est dans la frontière avec la Colombie, mais l'Équateur est aussi une zone de transit toute la, comment dirais-je, toute la machinerie du narcotrafic. Et donc, tous ces groupes-là n'ont cessé de se développer. Et surtout, ces derniers mois, parce que c'est là où ça devient important, ces derniers mois se sont divisés. Pourquoi? Parce que c'est l'une des conséquences classiques quand le chef principal du plus grand groupe tombe. Vous connaissez tous probablement l'histoire de Pablo Escobar en Colombie, de ce qu'il s'est passé lorsque Pablo Escobar a été assassiné, de ce que cela a entraîné comme nouveau pic de violence dans la Colombie des années 90. Si vous êtes des amoureux de football sud-américain, vous connaissez même les conséquences sur le football colombien. Donc voilà, il y a tout cela. Et donc, il y a un chef qui a été arrêté et qui a été extradé. C'est Adolfo Macias, dit Fito, donc leader du groupe des Choneros, qui a donc été arrêté. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il quand le chef n'est plus là pour contrôler et pour entre guillemets, maîtriser l'affaire, eh bien, les groupes principaux se divisent en une multitude de petits groupes eh bien, qui continuent qui du coup essayent de gagner et de gratter du territoire. Alors, il y a beaucoup de parallèles, et je le disais, on est sur une dizaine de jours avec 3 footballeurs qui ont été assassinés. On ne sait pas encore les deux premiers, le premier dont je parlais, Jonathan Gonzalez, on sait que les gens qui ont été arrêtés, interpellés, c'est le mot que je cherchais, sont des choneros. Il y a des parallèles qui commencent à être faits justement avec la Colombie des années 90. On va rappeler qu'il est un petit peu, pour l'instant, il est différent. On n'y est pas encore. On n'est pas non plus dans un football équatorien qui est contrôlé par les cartels, parce que c'était aussi cela la Colombie des années 90. On en a beaucoup parlé sur Lucarne Opposée. Donc on n'est pas tout à fait dans cela. On n'est pas non plus sur une espèce de côté insurrectionnel ou de lutte pour le pouvoir comme on pouvait le voir en Colombie à cette période.
quoique vous allez voir dans un instant, parce qu'on va quand même parler de ce qui se passe en Équateur, on n'en est pas loin, et on n'est pas non plus sur des luttes entre des groupes très puissants. La Colombie, si vous connaissez un petit peu le contexte de la Colombie des années 90, vous aviez le cartel de Cali, vous aviez le cartel de Medellín, et voilà, il y avait des gros cartels qui se fracassaient, et il ne fallait pas être au milieu, hein, tout simplement. Donc voilà, on est plus sur des sortes d'opérateurs locaux qui sont plus ou moins contrôlés par des organisations transnationales. Donc c'est pas tout à fait le même contexte. Et il n'y a pas pour l'instant de débordement, entre guillemets, ou en tout cas pas avéré sur le football. Je rappelle quand même que le narcotrafic et le narco-football en Colombie dans les années 80-90 a assassiné des arbitres, a acheté des matchs, a blanchi de l'argent via les matchs de football. Pour l'instant, il n'y a rien dans ce cas-là du côté de l'Équateur. Et je rappelle, il y a peut-être la présomption que ces assassinats soient liés à des paris sportifs, parce que pour le coup, les activités de blanchiment peuvent passer par les plateformes de paris sportifs. On en a déjà beaucoup parlé dans les différentes lucarnes américaines. On a parlé de fléaux que sont les paris sportifs en Amérique du Sud et des conséquences que cela a en termes de blanchiment d'argent. Donc probablement, on ne sait pas encore, donc on va on va y aller doucement sur les hypothèses. Mais voilà, on est dans un contexte extrêmement explosif. Je crois qu'il y a eu une tentative de coup d'État, effectivement, elle découle. Est-ce que l'Uruguay est le pays le plus sécurisé d'Amérique du Sud? Probablement. Je n'ai pas le palmarès King Genesis, c'est une bonne question. Mais puisque Aldécool nous pose cette question sur ces aspects politiques, on va les aborder. J'en profite aussi pour saluer Filiussi. Le Chili, en termes de sécurité, je ne sais pas où il en est. Il faudrait voir le classement. Franchement, il faudrait voir le classement. On ne va pas parler de Chili ce soir, Filiussi. Quoique, on peut en parler si tu veux à un moment. On va pas entrer dans le détail de la politique, mais vous allez voir aussi que s'il y a cette instabilité-là, c'est qu'il y a ces guerres de groupes, de gangs, mais il y a aussi et surtout une sorte d'entre-deux, une espèce de tergiversation, une espèce de lutte et de corruption aussi au sein des pouvoirs politiques. C'est habituel, j'allais dire c'est normal. C'est habituel dans cette histoire, mais il y a surtout une espèce d'entre-deux. Et il y a un manque de cadre parce qu'il y a un président actuellement en Équateur qui s'appelle Daniel Noboa et qui voudrait appliquer une politique qui est entrée en guerre véritablement contre tout ce qui est gang, narcotrafic, trafic d'armes, etc., etc. Donc il est en guerre contre les gangs et il a un modèle entre guillemets, qui s'appelle Nayib Bukele. Ça vous parle peut-être si vous avez des habitués de l'Amérique latine ou un peu moins si vous ne connaissez pas. Nayib Bukele, c'est le président salvadorien, vous savez, celui qui se décrit comme le dictateur le plus cool du monde. Voilà, c'est lui qui a mis en place une politique justement pour aller lutter contre les gangs au Salvador, qui à l'époque était le pays à l'époque, au moment où en 2015 par exemple, il y avait 106 homicides pour 100 000 habitants. Vous voyez, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. On était à 48 en plus haut en Équateur. Donc c'était le double, c'était le pays le plus insécure. Et donc, ce cher Nayib Bukele, il a décidé d'une chose un petit peu particulière, on va dire, c'est que pour lutter contre les gangs, on va juste oublier la notion de droit de l'homme. Voilà, je résume comme cela, mais c'est un peu l'idée, et c'est ce que voudrait faire Noboa. C'est ce que pour l'instant, la Cour constitutionnelle l'empêche de faire en rejetant les projets de loi qu'il dépose les uns après les autres. On va pas faire la promotion de Bukele ou de Noboa, hein, c'est pas l'idée. Voilà, juste que je vous rappelle quel est le contexte, ce qu'ils veulent faire. Il est vrai, entre guillemets, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Bukele a des résultats. Je parlais de 106 homicides pour 100 000 habitants en 2015. Il n'y en avait plus que 1,9 pour 100 000 en 2024, ce qui est ou serait un niveau similaire du Canada. Est-ce que les chiffres sont exacts? Je ne sais pas. J'ai vu passer cette information-là dans plusieurs médias salvadoriens. Je ne sais pas si cette information vient de sources indépendante, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire qu'on est dans ce contexte-là, avec d'un côté des gangs, un pouvoir qui veut lutter contre les gangs en faisant fi des droits de l'homme, vous l'avez compris, mais qui veut lutter là-dessus. Donc on a une guerre. Derrière tout cela, il y a quand même un petit peu l'influence américaine. Ils vont laisser faire ça jusqu'à ce que les USA ne soient pas plus gagnants dans l'histoire. Sache, Filiussé, que
il y a quand même une grosse influence américaine. Bukele, est très, est assez influencé par, est assez proche, du courant Trump, par exemple. Donc voilà. Donc il y a quand même un petit peu toujours un petit peu des Américains derrière cela. Les Américains ont proposé justement à Noboa, par exemple, leur aide pour aller l'aider à lutter contre les gangs. Mais on est donc dans un Équateur qui est absolument, dangereux, qui est absolument, voilà, hein, c'est, insécure au possible ces derniers temps. Noboa adore Trump aussi, c'est ça. J'ai hésité, mais merci de me le confirmer. Je m'en serais pas douté, voilà. Mais on est dans ce contexte-là. Et si on doit revenir au football, parce que c'est aussi de cela dont il est question ici, on n'est pas là pour faire une analyse géopolitique ou de politique équatorienne, même si ce contexte est important. Si on en revient au football, c'est parce que des footballeurs sont touchés. On va voir pourquoi ces footballeurs-là ont été touchés, surtout dans le cadre de Johnny Gonzalez, parce que lui a été ciblé. Peut-être que le cas d'Ariel Suarez est différent, parce que lui, dans ce cas-là, c'est une agression en voiture comme il y en a malheureusement tout le temps en Équateur en ce moment. Mais si j'en parle, c'est parce que notre cher Daniel Noboa, il fait pression auprès de la CONMEBOL pour, et vous allez le voir si vous avez les images avec ce fabuleux clip réalisé tout en IA, ce clip partagé par le président équatorien. Il veut accueillir la Copa América 2028. L'Équateur, d'ailleurs, et je le rappelle, aurait dû accueillir la Copa América si on suivait le cycle classique d'organisation qui était normalement alphabétique tout simplement. Donc normalement, la logique aurait voulu que ça soit autour de l'Équateur. Depuis plusieurs fois, ils ont un petit peu sauté leur tour au fur et à mesure. Et pour l'instant, ils sont candidats. Ce clip-là, c'est pour rappeler que l'Équateur a une histoire footballistique. On la voit, l'Équateur sera à la Coupe du Monde. Comme le dit Red, c'est un pays magnifique, oui. Et c'est un pays footballistiquement parlant qui est actuellement probablement, même certainement, la troisième puissance sud-américaine. Beaucoup d'extraordinaires joueurs sont formés en Équateur dans des conditions absolument parfaites. Il y a un vrai rôle joué par les clubs et notamment Independiente del Valle pour sortir les gamins de ces conditions terribles et pour leur permettre justement de ne pas basculer sur le côté sombre et de pouvoir aussi avoir une vraie carrière de footballeur. C'est des projets footballistiques mais aussi des projets sociaux, hein. Il y a des écoles. On a beaucoup parlé d'Independiente del Valle. On a déjà parlé ici de Mushukruna qui, lui, s'intéresse aux minorités indigènes, notamment. Mais bref, Noboa veut organiser la Copa América 2028. Il y a quand même... C'est pas encore fait. Voilà, pour vous dire les choses très clairement. Rien n'est sûr et loin de là, parce que plusieurs pays sont candidats. L'Argentine est candidate. On a appris que l'Argentine était candidate. En tout cas, c'est une rumeur qui nous dit que l'Argentine est candidate. Il y a une très grosse rumeur qui indique que la CONMEBOL aurait promis aux États-Unis qu'ils organiseraient 2024 et 2028. Voilà. Donc, on ne sait pas si dans ces circonstances-là, l'Équateur pourrait accueillir ou on pourrait laisser l'Équateur accueillir une Copa América. Il y a ce qu'il faut en termes d'infrastructure, mais vous voyez que le contexte est absolument terrible. On rappellera quand même que le Venezuela a accueilli une Copa América en 2007 dans un contexte tout aussi explosif. Et on rappellera aussi, et enfin et surtout, pour terminer cette partie équatorienne, que cette année, tout simplement, cet été, cet hiver en Amérique du Sud, l'Équateur a organisé la Copa América féminine remportée par le Brésil et s'en est parfaitement sorti. Il n'y a eu absolument aucun problème. À suivre, on verra si c'était... on verra si ça se passera encore aux États-Unis. Les dernières, c'est USA, Brésil, Brésil, USA. Alors, 2024 USA, 2021 Brésil, 2019 Brésil, et avant c'est 2016 et USA, c'est ça. Ça a fait Chili, mais si tu veux, après le Chili, regarde l'ordre alphabétique de la zone CONMEBOL, et normalement, après le Chili, ça aurait dû être la Colombie qui a sauté, qui aurait dû co-organiser avec l'Argentine, celle qui a été remplacée par l'édition brésilienne parce que c'était l'édition Covid, donc 2021. Et donc là, ça aurait dû être autour de l'Équateur. Reste à savoir si donc l'Équateur ne sera pas privé une fois de plus de cette Copa América. Footballistiquement parlant, tout va bien, mais vous voyez que voilà, c'est très compliqué pour ce pays-là. Donc, c'était important aussi de parler de ce qui se passe en Équateur et de l'Équateur de manière générale, parce que, Red l'a dit, c'est un pays absolument magnifique. Voilà, on a commencé avec l'histoire la plus obscure, la plus sombre, la plus terrible.
on l'a dit, on va doucement. De rien, coach créat. On a dit, il y a toujours un peu de sombre, il y a toujours un petit peu de mieux, il y a du sympa, il y a un peu de tout. C'est l'américain, c'est les Amériques tout simplement, et c'est aussi beaucoup l'Amérique latine. Ce soir, on va être beaucoup en Amérique latine. Euh, Franchement, ça met dans le gaz. Ouais, ouais, non, ça fait un peu déprimé, mais bon, c'est l'histoire. Il y aura encore un truc un peu sombre quand on va parler d'Independiente, un autre, mais celui-là, l'Argentin. Bref, on va faire une parenthèse, on va aller au Mexique. Attention à la jurisprudence CON en Angola et le drame de l'équipe du Togo. Oui, et on se souvient aussi que l'édition colombienne que la Colombie a remportée, certains pays ont boycotté, n'ont pas voulu y aller par peur justement justement de l'insécurité qui y régnait. Donc ça peut aussi peser dans la balance. Voilà. Je viens de voir que la seule zone safe en Équateur, c'est les Galapagos. Non, non, mais c'est très compliqué. Voilà, on en sourit, mais en fait, on n'en sourit pas parce que c'est absolument terrible pour tout le peuple équatorien. Hein, avant de parler, de parler de football, on est quand même pas très loin quand même d'un climat très Haïti, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, quand un pays commence à basculer dans la guerre des gangs, c'est jamais bon signe. Bref, affaire à suivre, en espérant aussi que les choses finissent par se calmer. Bref, on y va, on va au Mexique, on va faire une petite parenthèse au Mexique, puisqu'on va parler, on va faire un retour sur ce dont on avait parlé dans le dernier Dans la Lucarne, qui doit dater du mois de juillet, je crois. Là, c'était pas un Lucarne américaine, mais c'était un Dans la Lucarne. On avait parlé à l'époque de cette affaire de Liga MX, la première division mexicaine, qui est passée en 2020, qui est devenue une ligue fermée. À l'époque, je vais le rappeler parce qu'il y a aussi des nouveaux dans le coin. Donc voilà, on va à Cancun. Écoute, si tu veux, mais je suis pas sûr que Cancun soit le coin le plus sympa du Mexique, hein, pour tout te dire. Moi, j'y suis pas allé, mais on m'a laissé comprendre que c'était pas le meilleur endroit. Bref, on va faire un rappel parce qu'il y a aussi des petits nouveaux qui nous écoutent. La Liga MX en avril 2020, donc la Liga MX c'est MX en français, mais c'est la première division. Première division mexicaine, celle de l'América, des Tigres de Gignac, des Rayados de Sergio Ramos, etc., etc., du León de James. En avril 2020, la Liga MX a décidé pendant le Covid de fermer sa ligue, selon, entre guillemets, en gros, le modèle de la MLS, hein, donc de la fermer à 18 pour les 5 prochaines saisons. C'était, je le disais, la fameuse époque Covid et post-Covid. À l'époque, là, et l'América d'Alan Saint-Maximin, c'est vrai, exactement. Et à l'époque, l'objectif était, via cela, en raison aussi de des conséquences économiques de la Covid, l'idée était, en verrouillant la ligue pour 5 ans, on va assurer la pérennité des clubs, on va assurer l'avenir du championnat et de son élite surtout. Celle qui s'appelait autrefois la Liga de Ascenso, ce qui veut dire en gros la ligue de promotion, donc en gros la deuxième division, était à l'époque appelée et amenée à devenir une pouponnière, en quelque sorte, une sorte de championnat des réserves, mais pas les réserves des clubs de première division, mais des autres équipes qui, malheureusement à ce moment-là, n'étaient pas dans l'élite. Et donc, à l'époque, il avait été prévu d'appeler cette ligue, cette deuxième division, de l'appeler la Liga de Desarrollo. Desarrollo veut dire développement en français. Donc une ligue de développement pour des franchises qui seraient en gros des franchises de développement. Vous imaginez que aussi économiquement parlant, c'est un petit peu compliqué. On va y revenir dans un instant. Au final, cette ligue de Desarrollo ne l'a jamais été. Vous le voyez, les panneaux, elle s'appelle Liga Expansion. Et ces équipes-là, tout simplement, elles jouent pour rien, en fait, à part un titre de deuxième division. Plus ou moins, je ne sais pas si l'idée était de faire comme la MLS Next Pro, mais dans l'esprit, c'est l'idée. Le MLS Next Pro, c'est différent parce que ce sont les équipes réserves des clubs de MLS. Là, c'était pas le cas. Hein. L'Atlante, les Venados, les Dorados, c'est pas des équipes réserves. Donc voilà. Donc cette idée-là, ça devait durer pour 5 ans. Sauf que, et c'est ce dont on parlait dans la dernière émission de Dans la Lucarne, déjà cette ligue n'a jamais été une ligue de développement, et surtout en juillet dernier, il y avait eu une action en justice qui avait été menée d'abord par 10 clubs que je peux vous citer: Atlante, Atlético La Paz, Atlético Moriela, Cancún, Cimarrones de Sonora, Jaiba Brava, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Oaxaca, et les Venados dont j'ai parlé tout à l'heure. 10 clubs qui avaient porté une plainte auprès du
du TAS en disant les amis, avril 2020, c'était il y a 5 ans. On nous avait dit que la Ligue serait fermée pour 5 ans. Donc, à la rentrée, c'est-à-dire là, maintenant, en août-septembre, quand le championnat reprend, eh ben, on repasse à la promotion-relégation. Elle revient. Donc, ils avaient attaqué le TAS. La Liga MX avait publié un communiqué en disant bah non, on n'est pas au courant nous de cette plainte, c'est quoi cette histoire? Bon bref, je vous renvoie à l'émission pour avoir un petit peu tout le détail de l'affaire, mais ce que l'on avait appris surtout, et c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à l'époque, la fédération nous avait dit que en fait, elle avait prévu de remettre la promotion-relégation au Mexique à partir de la saison 2026-2027. Donc on termine là cette saison, parce qu'au Mexique, on est sur l'Apertura 2025 et on aura le Clausura 2026, on est sur des saisons 2025-2026, même si les tournois sont indépendants, mais les saisons se calculent comme ça. Et donc, ils avaient dit, bah, en gros, après la Coupe du Monde, on revient à la normale, on remet la promotion-relégation. 6 clubs avaient, j'avais dit qu'il y en avait 10 au départ, 6 avaient quand même poursuivi la procédure auprès du TAS, du tribunal arbitral du sport, et le fameux TAS avait dit on va intervenir, on a le droit d'intervenir, parce qu'au début la Liga MX disait mais le TAS ils n'ont aucun pouvoir sur nous, et le TAS a dit si, t'inquiète pas, on arrive garçon. On va réunir tout le monde, on va en discuter, puis on prendra une décision dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À l'époque, on s'était dit, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, bah, ça a été hyper rapide, puisque la décision elle est tombée le 4 septembre, et tout simplement, le TAS a donné raison à la fédération, et leur a dit, ok, vous avez prévu que ça revienne en 2026-2027, eh bien très bien, ça doit revenir. C'est là que c'est important, c'est le mot. Ça doit donc revenir l'année prochaine. Donc, ça ne reviendra pas là. En même temps, le championnat a déjà repris. Le tournoi mexicain est déjà en cours. Donc, ça reviendra en 2026-2027. L'appel donc de ces 6 clubs-là est donc rejeté. La promotion-relégation va revenir. Les maletas n'ont pas été suffisantes, peut-être. Et ça aura des conséquences. On va en parler dans un instant. Je le dis juste, ce qui est important, c'est que la Ligue mexicaine, la fédération mexicaine, ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire qu'ils se sont, entre guillemets, engagés à ce que ça revienne en 2026-2027. Donc, ça doit maintenant revenir. Le TAS leur dit, OK, mais maintenant, ça doit revenir. D'ailleurs, il y a eu une déclaration commune des 6 clubs, je vous la montre. Les 6 clubs ont fait genre, ouais, on a perdu, mais on a gagné quand même, parce que ça reviendra l'année prochaine. Voilà, je laisse juste de cela. Et le problème, je vois dans le chat l'Atlas et Morelia violés en PLS, bah eux on sait pas, on verra. C'est écrit quelque part que dès 2020 que la saison où ce sera ouvert est la saison 2026-2027. Écoute, à l'époque, il y avait une brève sur Lucarne Opposé, je la mettrai dans la description si tu veux, du replay. On avait fait une brève à l'époque sur la Ligue se ferme en mode MLS et ils avaient vraiment dit pour 5 ans. Donc normalement, ça devrait être terminé. Voilà. Donc à l'époque, ils n'avaient pas dit 2026-2027. Ils avaient dit pour 5 ans. Et on a appris là récemment que c'était 2026-2027. Et donc tout le monde, entre guillemets, maintenant, ils ont l'aval du TAS. Et donc, je le disais, les clubs, les 6 restants, restants, parce que je vous renvoie vers l'émission, vous comprenez pourquoi il y a 6 restants, même si je vais évoquer ce passage-là dans un instant. Ils voient une forme de victoire. Bon, voilà. Mais attention. Replay dispo sur YouTube pour la version vidéo et sur toutes les plateformes de podcast pour la version audio, parce que je vais monter cela en version podcast, Coach Créate, pardon. Bref, les 6 ont réagi, ils y ont vu comme une victoire, mais vous voyez, je vous lis pas le communiqué parce qu'on a autre chose à faire, mais voilà. C'est surtout de la communication, parce que derrière cette déclaration, ces clubs-là sont pas bien. Ils nous disent quand même la réactivation de ce modèle profitera non seulement aux institutions, mais aussi aux joueurs, aux entraîneurs, aux supporters, aux sponsors et à la croissance globale du football. Ils réaffirment leur volonté de travailler en association et en coordination avec la fédération pour mettre en place des compétitions solides et durables, blablabla, blablabla. Le problème, c'est qu'il y a 2 conséquences à cela, je les avais évoquées, il n'y en a qu'une principale, elle est financière. Je rappelle que les 6 clubs qui sont concernés par cette demande ont vu leur appel rejeté, donc selon la loi, et c'est écrit dans la décision du TAS, vont devoir payer auprès de la fédération mexicaine les dépenses encourues par la fédération mexicaine pour se défendre. Ça a été estimé à 12 000 francs suisses par le TAS, c'est dans le rapport du TAS, dans le rapport du jugement. Donc voilà. Et le problème, c'est que pour ces clubs-là, chaque sou compte. Pourquoi? Parce que, je vous l'avais dit, quand la Ligue a fermé, pour
que ces clubs qui se retrouvent sans aucun modèle économique, puisqu'il n'y a plus de promotion-relégation, avec un modèle économique très compliqué, dans une ligue qui ne sert à rien concrètement, la Ligue avait prévu une subvention annuelle de 20 millions de pesos, ça fait à peu près un demi-million d'euros, pour les clubs de la Ligue des Expansions, en guise de compensation justement pour la suspension de la promotion-relégation. Sauf que dans le règlement cette prime, cette subvention, elle est assujettie à l'absence d'action en justice. Pour le rappeler, pour le dire, tout club qui intente une action en justice voit ses subventions sauter. Donc ces 6 clubs-là, va falloir tenir pendant un an, sans aucune véritable entrée d'argent. Donc ils ont gagné, mais ils n'ont pas forcément beaucoup gagné quand même dans cette histoire-là. Ce que l'on sait, c'est que la promotion-relégation va revenir. Dans quel état seront les clubs de l'Ascenso, qui donc va redevenir l'Ascenso? Combien vont être promus, combien vont être relégués? On ne sait pas encore. On le saura dans les mois à venir. On rappelle quand même, et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous faire le conseil d'aller voir la série Club de Cuervos, qui est une série totalement folle dans le sens, ils sont complètement barrés, c'est comique, mais qui montre l'autre face du football mexicain avec une très très grande justesse. Vraiment pour le coup, comment ça fonctionne et comment, même à l'époque où il y avait la promotion en relégation, en rachetant une licence, tu pouvais racheter ta place dans l'élite. L'Atlante est un club historique qui peuvent tenir, oui, ben, on verra. Certes, déjà, il faut qu'il soit aussi en position de monter à ce moment-là, donc on verra. Je pense effectivement que l'Atlante peut monter, enfin peut tenir, on verra pour les autres. Mais il y a quelques clubs historiques quand même dans cette Liga de Expansion, et on verra s'ils arrivent à subsister, à survivre jusque-là. Donc tout se passera après la Coupe du Monde, et regardez ce sens de la transition absolument exceptionnel. J'en profite pour saluer Paul qui est arrivé, et Pierre qui vient d'arriver aussi dans le chat. Regardez cette transition absolument folle. On était au Mexique, je disais que tout allait arriver après la Coupe du Monde. On va donc parler de quoi? On va donc faire un petit point éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique, tout simplement Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, et Amérique du Sud. Première info, elle est tombée cet après-midi, un petit clip qui a été publié par la FIFA, tout simplement, ce petit ballon qui roule, qui va vers 3 casiers de vestiaire, Canada, Mexique, États-Unis, voilà, mascotte proximamente, ça veut dire 3 mascottes pour la prochaine Coupe du Monde 2026, une par pays. Allez, on peut faire les paris. À combien l'aigle pour les États-Unis? On verra. Donc voilà, on verra bien, mais les mascottes vont bientôt arriver. C'était le côté un petit peu rigolo, mais on va faire un petit point quand même sur les éliminatoires. On va regarder le point sur les qualifiés, parce qu'il y en a des qualifiés. Il y a forcément les 3 pays hôtes, il y avait le Japon, il y avait la Nouvelle-Zélande qui étaient les premiers véritablement à se qualifier, l'Iran et l'Argentine aussi. Ils ont été rejoints par l'Ouzbékistan, la Corée du Sud et la Jordanie, et l'Australie lors du 3e tour, de la 3e ou 4e tour de la zone asiatique, et ils ont été rejoints à l'issue des un castor au Canada peut-être, ou un élan, on verra. Et ils ont été rejoints par les derniers Sud-Américains, puisque c'est bouclé en Amérique du Sud. Le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay, la Colombie qui a eu très très peur, et le Paraguay qui retrouve enfin la Coupe du Monde pour la première fois depuis 2010. On rappelle que le Paraguay à l'époque avait accroché l'Espagne, le futur champion du monde. Pour être complet, on a 2 Africains qui sont déjà connus pour cette prochaine Coupe du Monde, qui sont déjà qualifiés. C'est le Maroc et la Tunisie, qui sont un petit peu des habitués. Et bien justement, dans le chat, Nir nous parle du Venezuela. On va commencer justement par parler de la zone... non, on va commencer par la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. On va y aller dans la zone CONMEBOL après. On va juste faire un petit point. On va rappeler qu'on est à l'avant-dernier tour. On est dans le dernier tour de qualification pour la Coupe du Monde. Les 12 restants ont été répartis en 4 groupes de 3. Seuls les vainqueurs de groupe se qualifient directement pour la Coupe du Monde. Les 2 meilleurs 3e
les 2 meilleurs troisièmes, iront au barrage intercontinental. Je vais en parler dans un instant. Vous voyez que 2 matchs se sont joués dans ces groupes-là. Vous voyez que certains favoris de groupe, et on va les nommer, Panama et Costa Rica, sont pas au mieux, pour dire les choses très clairement. 2 matchs nuls pour Panama, notamment un à la maison face au Guatemala, un au Suriname, dans des conditions un peu particulières. Le Costa Rica est en danger. Vous voyez que la Jamaïque, qui est dans le groupe le plus facile, qui est le groupe des Caraïbes, tout simplement, n'est pour l'instant parti pour son duel avec Curaçao. On s'y attendait. Donc on va être dans ce cas-là parce que Trinidad et Tobago et les Bermudes vont être, à mon avis, rapidement écartés. Mais attention, parce qu'il y a un danger possible pour le Costa Rica, parce que Haïti va être dans le coup, parce que le Honduras est dans le coup, et il y a un gros danger pour Panama, parce que le groupe A, et on l'avait dit à l'époque, est vraiment le groupe de la mort. Et attention, parce que les matchs contre le Salvador, contre le Guatemala là-bas, ça va être compliqué. Ça rejoue à la prochaine trêve internationale, NIR. Donc, je rappelle que seuls les vainqueurs de groupe se qualifient directement pour la Coupe du Monde, que les 2 meilleurs deuxièmes, donc il y a un second pour l'instant qui va sauter, le moins bon second va sauter. Pour l'instant, celui qui saute, c'est le Costa Rica. Voilà, si vous regardez le classement, si on arrêtait aujourd'hui, Curaçao et Salvador seraient en barrage intercontinental. Barrage intercontinental qui se jouera au Mexique au mois de mars, en 2 tours. Je vais en parler dans un instant. Bonne remarque qui a été faite dans le chat. Les matchs sont gratuits sur la chaîne YouTube de la CONCACAF. Vous pouvez les suivre donc de manière gratuite et légale. C'est tard, c'est généralement vers 2h ou 4h du matin. Mais vous pouvez aussi, du coup, comme ils sont sur YouTube, les voir en replay. Donc voilà, profitez-en. C'est une zone hyper intéressante. Les matchs sont vraiment hyper bons, hyper sympas à voir. Donc allez-y, si vous pouvez. C'est gratuit, c'est légal, c'est sur YouTube. Il faut parler de l'arrivée des binationaux. Je ne sais pas si vous avez regardé certaines listes, il y a très peu mais il y a très peu d'équipes hyper faibles. Équipes hyper faibles, Bermudes, Trinidad et Tobago, on n'est pas bien. Mais oui, il y a une grosse vague de binationaux. Les terrains sont extrêmement beaux. Ça dépend. Suriname, c'était très compliqué. Bref, tout ça pour dire qu'on est dans ce tour-là. C'est le dernier tour dans la zone d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. Qu'il y a des gros qui pourraient être en danger. Et vous allez voir, je vais y revenir dans un instant. On va aller regarder ce qui se passe du côté ce qui s'est passé parce que c'est fini là. C'est clairement définitif. C'est fini. Voilà le classement final des éliminatoires sud-américains, remporté par l'Argentine devant l'Équateur. Je vous disais que c'était la 3e puissance parce qu'on laisse toujours le Brésil un peu devant, même si les éliminatoires brésiliens sont les pires de leur histoire et depuis la formule championnat qui est là depuis la Coupe du Monde 98. Je dis rien, Filius, j'ai rien dit. Je parle pas de l'équipe qui est tout en bas. Ce qui s'est passé surtout sur la dernière journée, c'est assez exceptionnel, c'est que la Bolivie a doublé le Venezuela au terme d'une soirée complètement dingue que vous avez peut-être vécu avec nous. Le Venezuela a complètement explosé à domicile face à la Colombie qui était déjà qualifiée. Ils en ont pris 6 alors qu'ils avaient ouvert le score d'entrée de match, les Vénézuéliens, par Telasco Segovia. Et comme ils ont perdu chez eux, il fallait absolument pas que la Bolivie s'impose face au Brésil, sauf que la Bolivie s'est imposée 1-0 face au Brésil sur un but de sa pépite qui joue au Brésil à l'América Mineiro, Miguelito Terceros, qui donc a permis à la Bolivie de s'imposer 1-0 face au Brésil et donc d'arracher le barrage intercontinental. Alors, ça a été forcément, vous vous en doutez, un carnage au Venezuela, vraiment, mais ça a été forcément la joie absolue du côté de la Bolivie. Mais attention quand même, parce que elle est quand même encore loin de retrouver la Coupe du Monde. Je rappelle que la Bolivie, la dernière fois qu'elle était à la Coupe du Monde, c'était aux États-Unis, c'était la Coupe du Monde 1994, à l'époque des Etcheverry notamment, mais elle n'y est pas retournée forcément depuis. Mais là, le parcours, alors je vois Ibra dans le chat qui nous dit qu'en Afrique, c'est un parcours du combattant. Oui, mais la Bolivie aussi est face à un parcours du combattant. Pourquoi? Parce que le barrage intercontinental, pour ceux qui ne savent pas, je le disais, va être organisé sur les 2 sessions internationales de mars, donc les 23 et 30 mars. 6 équipes vont y participer. Un représentant pour l'Afrique, un représentant pour la CONMEBOL, la Bolivie donc, un représentant pour l'Asie, on ne sait pas encore. Je vais vous les donner dans un instant, vous verrez. Et un représentant de l'Océanie, qui est la Nouvelle-Calédonie, battue en finale par la Nouvelle-Zélande. Donc, pour l'instant, on sait que Nouvelle-Calédonie et Bolivie sont présents
à ce barrage intercontinental. Il restera deux places pour les 2 meilleurs troisièmes du dernier tour de la CONCACAF. Une fois que les 6 membres, les 6 participants seront connus, comment ça va fonctionner? On aura 2 têtes de série qui sont déterminées par le classement FIFA, le classement des nations. Celles-ci, ces 2 équipes, ces 2 têtes de série, n'ont qu'un match à jouer pour la Coupe du Monde. Voilà. Pour déterminer leur adversaire, on va faire s'affronter 2 des non-têtes de série. Il en reste 4. Il y aura donc 2 matchs qui sont entre guillemets des sortes de demi-finales. Voilà, c'est pour ça que la session du mois de mars, il y a 2 matchs. Le premier match qui est en gros les demi-finales entre les non-têtes de série, 2 fois 2, ça fait 4 équipes, 2 matchs. Le vainqueur de cette première série, quelques jours plus tard, joue la finale contre l'une des 2 têtes de série. La tête de série, je le dis, elle est déterminée par le classement FIFA des nations. Alors, on va regarder la Bolivie dans cette histoire. Complètement, Filius. Odeur de sang, complètement. La Bolivie, actuellement, est 77e au classement FIFA. Elle a gagné une place, d'ailleurs. 77e dans ce classement. Ça veut dire que si la Bolivie veut être tête de série pendant cette compétition des barrages intercontinentaux, elle ne doit pas être doublée par 2 équipes. Une seule peut la doubler, pas 2. Alors, on va regarder ce qui reste. Vous allez me dire. En Asie, il reste 6 équipes qui sont impliquées pour la qualification pour le dernier tour. Sur les 6 équipes impliquées, il y en a 4 qui sont devant la Bolivie. Les 2 qui ne sont pas devant la Bolivie sont Oman et l'Indonésie, qui ont, vous imaginez, quand même assez peu de chances de concourir dans ce play-off, dans ce barrage intercontinental. Ce qui veut dire que si la logique est à peu près respectée, le représentant asiatique sera devant la Bolivie. Donc, il faudra regarder du côté de l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, et du côté de l'Afrique, si la Bolivie veut rester tête de série. Vous avez vu, je peux vous réafficher les groupes du tour final de la CONCACAF. Sachez que sur ces 12 représentants, il y en a 4 qui sont devant la Bolivie, le Costa Rica, Panama, Honduras et la Jamaïque. Parce qu'il y a un monde dans lequel Panama finit 2e, parce qu'il y a un monde dans lequel ça se joue entre Honduras et Costa Rica à la place du groupe C, vous comprenez que si Honduras ou Costa Rica est dans les meilleurs seconds, il sera forcément obligatoirement devant la Bolivie. Et il reste aussi l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est trop compliqué. Franchement, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire de projection parce que on est quand même très très loin du bout. Il faut être dans les seconds et il y a un autre tournoi qui va faire que les seconds vont s'affronter plus ou moins entre eux et il en restera qu'un. Voilà, concrètement. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont devant la Bolivie et qui pourraient passer par ce tour, par ce petit tournoi et arriver donc au barrage intercontinental. On a un duel entre la RDC et le Sénégal. Les 2 sont devant la Bolivie. Il y a l'Afrique du Sud qui peut tout à fait se retrouver en barrage. Il peut y avoir le Cap-Vert, il peut y avoir le Cameroun, voire, si jamais il y a accident, la Côte d'Ivoire peut être un 2e de groupe. Il faut un accident, mais c'est possible. Tout est possible. Donc, on va prendre les choses très claires. La Bolivie a célébré sa présence en barrage intercontinental, mais ça va être très compliqué puisque la Bolivie va devoir aller gagner probablement 2 matchs au Mexique au mois de mars pour aller à la Coupe du Monde. Je rappelle que la Bolivie s'est imposée pendant les éliminatoires, ces éliminatoires-là au Chili. Désolé Filius. C'était sa première victoire à l'extérieur en 31 ans. Elle doit aller gagner 2 matchs probablement au Mexique parce que comme le dit Matt dans le chat, il y a quand même de fortes chances pour que la Verde ne soit pas tête de série. Donc voilà, ça va être très compliqué pour la Bolivie. D'ailleurs, le Bénin devrait être premier. Apparemment, l'Afrique du Sud a fait jouer un mec qui ne devait pas. Alors on va voir. Mais du coup, ça voudrait dire que l'Afrique du Sud sera 2e et donc va participer à ce tournoi. Il y a quand même franchement, on va dire les choses, il y a de fortes chances pour que le représentant asiatique et le représentant africain soient devant la Bolivie au classement. Voilà, pour dire les choses très clairement. Peut-être pas le représentant de la CONCACAF, mais parce que ça dépendra de qui c'est, mais il y a de fortes chances pour que l'asiatique et l'africain soient devant. Voilà, concrètement. Et donc, il y a de très fortes chances pour que la Bolivie elles doivent jouer 2 matchs. Les matchs vont se jouer à Mexico
Mexico, et Mexico, je suis pas sûr. Guadalajara pour sûr, à l'Akron, donc il n'y a pas d'altitude. Mexico, je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Je suis pas sûr que ça se joue à Mexico. J'ai vu Guadalajara pour sûr. Voilà. On verra, on suivra cette histoire. C'est bien de voir la Bolivie quand même faire ce barrage intercontinental. Ça va faire du bien à un football qui souffre de la corruption de ses dirigeants, notamment depuis plusieurs années. Pour en discuter fréquemment avec un ami qui travaille souvent avec la Bolivie, c'est une déprime absolue. Guadalajara et Monterrey, voilà, donc pas d'altitude pour la Bolivie. Rien, rien pour la Bolivie pour essayer de la sauver. On suivra ça. Rendez-vous donc au mois de mars. Akron et BBVA, voilà, c'est confirmé dans le chat, mais j'avais vu Akron pour sûr, donc voilà, on suivra ça forcément, et effectivement, le mois de mars, la fin du mois de mars va être absolument extraordinaire avec ces barrages intercontinentaux. Ça va être sympa, ça va jouer sa vie à l'extérieur, forcément pour tout le monde, mais ça va être sympa pour cela. On faisait un point continental, on va continuer le point continental, on va aller rester au sud cette fois-ci, on va parler de club, on va parler de Libertadores, on va parler de Sudamericana. On est en quart de finale de la Libertadores, en quart de finale de la Sudamericana. Les matchs allés se sont joués la semaine dernière, les matchs retour ont lieu cette semaine, et je vous le dis d'ailleurs, on fera un live dans la nuit de jeudi à vendredi pour les 2 derniers quarts de finale. On sait les 2 derniers que l'on suivra entre Sao Paulo et la LDU d'un côté et Estudiantes Flamengo de l'autre. 2 matchs assez explosifs. Vous voyez les résultats des premiers matchs. Le premier quart de finale, c'est la nuit prochaine, c'est juste après l'émission. C'est Racing qui accueille Vélez. Le duel 100% argentin. Racing a gagné le match aller 1-0. Attention parce que Vélez est très solide depuis l'arrivée de Barros Schelotto. Donc rien n'est joué. River s'est incliné, a pris une leçon, notamment en première mi-temps par Palmeiras, mais potentiellement toujours en vie. Je sais qu'il y a Ibra dans le chat qui est supporter de River. Je ne sais pas s'il y croit. Je ne sais pas si le clubisme fait qu'il a envie d'y croire. Il y a de fortes chances pour que River en prenne une vraie au retour parce que Palmeiras est quand même bien au-dessus. La LDU a fait le taf. Face à Sao Paulo, 2-0. LDU qui en a pris une en championnat ce week-end, mais qui se prépare pour le match retour au Brésil avec une avance intéressante. Je rappelle qu'il n'y a pas de règle du but à l'extérieur. Et Flamengo a un seul but d'avance sur Estudiantes, et Flamengo peut être potentiellement en danger au Uno au retour. Et donc ce sont ces 2 derniers matchs qu'on suivra. Je vous donne rendez-vous, on arrivera vers 23h50 je pense jeudi soir, donc du coup, puisque le premier match est à minuit, le deuxième est à 2h30. Donc voilà, je vous montre quand même un petit peu le tableau. Il y a Nueve qui est dans le chat, qui est supporter de Palmeiras. Et justement, je vous montre le tableau de la Libertadores. On peut spoiler un petit peu. On s'oriente très fortement vers un Palmeiras Flamengo en finale. Ça va être très compliqué d'éviter ça. On va pas se mentir. Ça va être compliqué d'éviter ça. Les 2 équipes sont vraiment au-dessus des autres. Mais il peut y avoir des accidents. Attention à Flamengo, le déplacement Estudiantes, ça va être compliqué. Je rappelle que la finale est à Lima. Ça aurait été très drôle d'avoir un River Flamengo à Lima. Ça aurait rappelé de mauvais souvenirs aux supporters de River, mais voilà. Racing, je sais pas, ça me semble un peu trop irrégulier. Mais voilà, après, si tout était écrit d'avance, on jouerait pas les matchs. Donc normalement, la tendance veut que si on en reste sur le côté des favoris et de ce qu'on a vu, parce que Palmeiras a quand même été bien au-dessus de River, par exemple. Palmeiras semble être tranquille, filer tranquillement vers sa finale. Attention si c'est la LDU avec le déplacement à Quito, mais Flamengo, s'il se sort du piège Estudiantes, j'ai du mal à voir Racing résister beaucoup face à ce Flamengo-là. Ça, c'est pour la Libertadores. J'ai dit qu'on faisait un petit point sur la Sudamericana. On va faire un point sur la Sudamericana. La voici, les résultats des quarts de finale. Allez, Lanús s'est imposé 1-0 face à Fluminense. L'Atlético Mineiro a ramené un bon résultat de Bolivie et 2-2 face à Bolivar en altitude. Ça risque d'être compliqué à Bolivar à l'extérieur, mais attention parce que s'il y a un club bolivien qui peut le faire, c'est bien Bolivar, et l'Atlético Mineiro, c'est un petit peu les montagnes russes. La surprise, la sensation, c'est la défaite à la maison 2-0 d'Independiente del Valle face à l'Once Caldas. C'est Pierre qui va être content dans le chat parce qu'il y a un Colombien qui est bien parti. Et il y a eu ce fameux Alianza Lima Universidad de Chile qui a fini à 0-0. Je vais en parler dans un instant avec Dairo Moreno et ses 40... Quel âge? 42? 3? 4? Quel âge il a, Dairo Moreno, Pierre qui était aussi international. Bref, tout ça pour dire que
On va parler d'Alianza Lima et Universidad de Chile. Et j'ai vu passer ça dans le chat. Je vais vous montrer le tableau final de la Sudamericana. Vous voyez que le vainqueur d'Alianza Lima, Universidad de Chile, affrontera le vainqueur de Lanús Fluminense. Et que le vainqueur de Bolívar Atlético Mineiro affrontera le vainqueur d'Independiente del Valle, Once Caldas. Mais vous voyez une information, surtout si vous êtes des habitués de l'Amérique du Sud, c'est que la finale aura lieu le 22 novembre. Ça n'a pas bougé. Mais elle aura lieu à Asunción. Alors, je vais y revenir dans un instant. On va expliquer cela et on va voir les conséquences. Ça sera la dernière news. On va faire l'avant-dernière avant. On va parler des quarts de finale. On va y aller dans l'ordre. On va parler de ce petit hibou qui est Universidad de Chile parce que l'on en a parlé dans une émission, dans la dernière émission, avec cette fameuse affaire. Non, j'en ai parlé dans un article sur Lucarne Opposé. Pardon, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas vu. Ces affaires de violence absolument inouïes et horrible dans l'Estadio Libertadores de América d'Avellaneda, donc dans l'antre d'Independiente, avec, c'est toujours pareil, hein, qui a commencé, voilà, ce que l'on sait, c'est comment ça a fini. Ça a fini avec la barra d'Independiente qui entre dans la tribune parce qu'il n'y a pas de force de sécurité suffisante ou un petit peu trop coopérative avec la Barra, c'est toujours un peu comme ça en Argentine, et ça a fini avec un lynchage en règle de certains supporters ou Barra de la OU, certains mineurs aussi, des gens qui se jettent du haut des tribunes, des blessés, voilà, c'est des images d'une violence absolument inouïe que je vais forcément vous épargner, qui ont fait absolument beaucoup parler. Je vois qu'Aldécool ne savait pas que la OU avait été qualifiée. Eh bien, on va parler justement de ce qu'il s'est passé après, parce que le match retour, à l'époque, il y avait un but partout, a été interrompu à la mi-temps, n'a jamais repris, il ne pouvait pas reprendre, très clairement, dans ces conditions-là. Il n'a pas repris, il a été annulé, et la décision de la CONMEBOL est arrivée un petit peu, quelques jours plus tard. On pensait, on espérait, on va dire même les choses clairement, que les deux clubs seraient directement éliminés, parce que leurs barras sont fautives, les deux barras sont fautives dans l'histoire. On espérait qu'il y ait de vraies sanctions qui soient menées contre les deux clubs. La sanction, elle a touché les deux clubs, puisque les deux clubs sont privés de public à domicile et à l'extérieur pour 7 matchs, donc pas de supporters de leur équipe à domicile ou à l'extérieur pendant 7 matchs internationaux. Et l'autre sanction a été que Independiente a été éliminé sur tapis vert. C'est l'Universidad de Chile qui a été décidée gagnante. Je rappelle, et je le rappellerai tout à l'heure quand même, parce que vous allez voir qu'il y a eu des choses. À ce moment-là, il y avait un but partout et Independiente avait perdu le match aller 1-0. Donc, au moment où le match est arrêté, l'équipe virtuellement qualifiée, c'est la OU, tout simplement. Est-ce que pour cela, je ne sais pas, mais voilà. Je ne vais pas jouer Ibra à savoir qui a commencé. Le duel de Mongols, tu vois ce que je veux dire. Le duel de débiles, on va leur laisser. On sait à quel point les barras sont cancérigènes, que ça soit au Chili ou en Argentine. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans l'article, je vous invite à aller le relire. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les réactions que ça a suscité. Et notamment, vous imaginez, le plus préjudicié, le plus puni des deux, Independiente. Independiente a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux avec ce tweet. Et c'est juste cette photo. Le football a perdu et les violents ont gagné. On note le cynisme de cette histoire-là. Bref, c'est assez rigolo, assez ironique, quand on sait que c'est quand même leur Barra qui a fracassé absolument tout le monde dans la tribune. Mais que, bon, voilà, les violents ont gagné, avec du sang sur l'emblème du club. Bref. Et surtout, Independiente a réagi ensuite avec un énorme communiqué. Alors, on va prendre un petit peu de temps à le regarder, à le détailler, parce que vous allez voir, c'est intéressant, c'est amusant. Voilà, si on prend un peu de recul, on va trouver ça amusant. Les barras existent, les barras existent au Chili. Hein. Il y a ceux de la OU, il y a ceux de Colo-Colo. Il y a souvent des soucis, un peu moins ces derniers, quoique si, il y a eu des soucis d'affrontements et de matchs interrompus au Chili à cause des barras. Bref. Ce communiqué publié par le Club Atlético Independiente, si vous voyez l'image, il est adressé, pas à la CONMEBOL, mais il est adressé au président de la CONMEBOL, à Alejandro Dominguez. Parce que vous allez voir, Independiente a choisi une posture dans l'histoire, pour l'instant pas faire appel, mais attaquer tout simplement le président Alejandro Dominguez. Alors, je ne vous lis pas tout dans le détail, mais sachez comment s'est organisée cette histoire-là.
Il commence par rappeler son histoire. Hein. Il rappelle que Independiente représente l'essence du football sud-américain. Vous allez voir la position. L'essence du football sud-américain comme institution sociale et sportive soutenue par des sociaux et des socias. Alors que la OU, elle, c'est écrit noir sur blanc, est une société anonyme tournée vers la rentabilité et la spéculation entrepreneuriale. Voilà. En gros, la position d'Independiente, c'est de dire on est un club avec des valeurs de peuple, proche du peuple, une vraie association, et on se bat contre les méchants capitalistes de là-haut. Voilà, c'est le truc qui est pris ainsi. Et ils expliquent que avec cette décision, la CONMEBOL a choisi son camp, celui qui veut que le profit l'emporte sur la vérité sportive. C'est écrit, voilà, noir sur blanc, très clairement. Le club explique donc que ce n'est pas une décision de justice, mais une décision politique qui a été prise au profit des structures privées, des entités privées. Voilà, le privé a gagné, et nous, pauvres petits clubs du peuple, avec nos valeurs, on se bat contre le capitalisme envahissant, et voilà, le capitalisme est en train de nous battre. C'est la lutte finale, exactement. Ils expliquent ensuite que cette décision fait que la violence peut maintenant être utilisée comme une parade pour éviter de se battre sportivement jusqu'à la finale. Parce qu'ils estiment, et c'est écrit, que la OU était en danger à ce moment-là sur le terrain, qu'elle était menacée d'élimination. Je vous rappelle, un but partout à la mi-temps, défaite 1-0 pour Independiente au match aller, et surtout, ceux qui suivent le football argentin le savent, Independiente n'a pas gagné un seul match depuis juin. Voilà, tout simplement. Donc, la OU était vraiment en danger dans ce match, et surtout, il semble, et il n'en parle jamais, c'est jamais évoqué, aucune évocation du rôle de ces barras dans les événements. Rien, forcément, parce que sinon ils vont se les mettre à dos. Mais le plus drôle arrive, parce que donc, vous l'avez compris, Independiente est en guerre contre la CONMEBOL. Et le club va plus loin. Ils estiment que la CONMEBOL ne peut pas utiliser l'histoire et la gloire d'Independiente pour, je cite, légitimer un processus qui a abandonné l'esprit du football sud-américain. Et donc, c'est ce que vous voyez sur les deux paragraphes en gras, les deux après le tiret. Il demande tout simplement à ce que toute référence au club soit enlevée du musée de la CONMEBOL tant qu'Alejandro Dominguez en sera le président, et que tout ce que Independiente a fourni à ce musée lui soit restitué. La grande question que l'on peut se poser quand on connaît un petit peu l'histoire, et justement, l'histoire de l'essence du football sud-américain, c'est ce que j'avais dit aussi dans le Discord, c'est la grande question, c'est de savoir est-ce qu'en contrepartie, pour respecter l'histoire et l'équité sportive et la vérité sportive, Independiente rendra ses titres des années 70 à la CONMEBOL. C'est une vraie question qu'on peut se poser, mais bon, bref. Bref, vous l'avez compris, rien sur la condamnation de la violence, pas un mot. Independiente, c'est devenu le chevalier blanc, le défenseur d'un football vertueux, SIC, celui des associations civiles qui s'opposent au football des entreprises privées, des méchantes SAD que la OU représente et que la CONMEBOL donc a décidé de favoriser. Il y a un méchant complot, comme le dit Paul Bismuth. C'est absolument magnifique. La seule chose, et je suis d'accord avec toi, Nir, sur laquelle ils ont raison, c'est que la OU aussi aurait dû être dégagée. Bref. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est la conclusion. Les trois dernières lignes sont, quand vous connaissez l'histoire du football sud-américain, quand vous connaissez ce qu'il s'est passé dans les années 70, on me dit qu'il y a de la pub, je vais faire une pause. Allez, on y va, la pub est passée, désolé. Normalement, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, on y va. Donc, ce qui est absolument magnifique, c'est ces trois dernières lignes, cette conclusion. Et là, pour le coup, je vais vous la lire parce que c'est exceptionnel. Ils expliquent que l'histoire sera implacable envers ceux qui ont choisi la voie de l'opportunisme plutôt que celle de la vérité. À Independiente, nous sommes sûrs que la gloire s'obtient toujours, et là c'est fabuleux, avec les mains propres et les bras levés. On rappellera donc les années 70 à Independiente. C'est vraiment savoureux, vraiment. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont raison, généralement, le Rojo et leurs dirigeants actuels, ils ont raison, l'histoire est implacable, tout le monde sait qu'ils ont volé leur titre dans les années 70, notamment face à Colo-Colo en 1973. Donc, ils ne sont pas responsables, personne n'est responsable, il n'y a pas eu de violence liée à leur bara, c'est un méchant complot du capitalisme contre les pauvres petites associations civiles qui sont aujourd'hui en danger. Le chevalier blanc Independiente est en guerre. Je vous rassure, du côté de la OU, tout va bien.
rien, pas de problème. On a pris ça comme il faut. On n'a jamais condamné les supporters. Et pire, parce qu'on va y arriver, je vous parlais du match contre l'Alianza Lima qui a eu lieu à Lima, à Matute, au stade Alejandro Dominguez. Il y a eu donc ce match aller 0-0. Je rappelle que la OU est interdite de déplacement. Mais vous savez aussi, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est toujours un concours de débiles, que les Barras, c'est quand même pas les chips les plus craquants du paquet. Eh bien, regardez ce que l'on a trouvé sur les réseaux sociaux. Voilà, des baristas de la OU qui se sont filmés à Lima avec les logos d'Universitario et qui seront surtout, vous allez le voir passer furtivement, filmés dans le stade, tout simplement, avec une accréditation. Voilà, ils ont eu des accréditations, ils ont été accrédités par le club pour aller assister au match aller. Ils n'ont pas le droit aux supporters. Ils ont donc invité des Barras à s'y rendre. Et ces Barras, absolument fantastiques, ont filmé leur présence dans le stade. Ce qui est absolument magnifique dans cette histoire-là, c'est que l'Alianza Lima, forcément, s'en est plein. Et que là où elle a dit, ah non, mais attends, nous on va se plaindre aussi, on n'est pas content, protestation officielle à la CONMEBOL, ils ont été victimes de banderoles insultantes dans les tribunes, franchement c'est abusé. Ils se sont plaints aussi parce qu'il y a eu des feux d'artifice qui ont été tirés à côté de l'hôtel. On parle d'essence d'Amérique du Sud, voilà, et qu'il y a eu des chants discriminatoires. Je rappelle donc quand même que là où, en plus de ces 7 matchs à huis clos, que ces Barras ont donc totalement outrepassé, a pris 270 000 $ d'amende et surtout l'obligation de réaliser des campagnes de lutte contre le racisme, la discrimination et la violence. Pour l'instant, on n'a rien vu du côté de la OU. Et la OU, elle, alors, vous avez d'un côté donc Independiente qui a choisi le côté on lance la lutte finale, en même temps ils sont en rouge, on va lutter contre le capitalisme qui plombe le football sud-américain. Et là où de son côté, elle dit mais regardez, les autres aussi ils font comme nous, hein. Des banderoles, des violences et des trucs comme ça. Bien aidé aussi, il faut le dire, par certains journalistes chiliens qui ont aussi bien alimenté le truc en disant qu'ils ont été agressés au pays, au Pérou. On rappelle que les tensions Chili-Pérou, hein, on va pas, si vous connaissez un petit peu l'âme sud, elles sont un peu violentes. Et pourquoi? J'en profite, tiens. Pourquoi est-ce qu'on a vu les supporters de la OU à poser devant le Monumental ou poser devant des logos d'Universitario? C'est parce que l'Alianza Lima a un club frère au Chili, malgré les luttes entre le Pérou et le Chili, malgré la rivalité entre ces deux pays, hein, sociale, politique, économique. Ils se sont fait la guerre, hein, je vous le rappelle. Mais l'Alianza Lima a un club frère qui est Colo-Colo, l'ennemi de la OU, un club frère depuis la fameuse tragédie de 1987, hein, quand les Potrillos se sont écrasés au large de Lima et que l'Alianza Lima a perdu son équipe. Et Colo-Colo avait prêté des joueurs et depuis les clubs sont vraiment des clubs frères, hein, vraiment, hein, pour le coup on l'a vu lorsqu'ils se sont affrontés un petit peu récemment. Bref, donc on a cela, donc c'est aussi pour ça hein, que vous avez vu les baristas de la OU se balader du côté d'Universitario. Et donc il y a cette histoire d'accusation avec ces accréditations et ces vidéos absolument. Je peux vous la remettre hein, si vous êtes en version YouTube. Ces accréditations, ça ne veut pas se relancer. Bon, ben, je vous la mettrai pas. Avec un barista qui pose en tribune de presse et qui montre son accréditation. Je rappelle d'ailleurs, si vous êtes apprenti journaliste ou si vous êtes journaliste, mais vous le savez, mais si vous êtes surtout apprenti journaliste, le jour où vous avez votre première accréditation, ne publiez pas sa photo sur les réseaux sociaux, c'est interdit parce que ça peut se recopier et ça peut s'imprimer et ça peut être utilisé pour cela. Mais la vidéo est absolument légendaire, je suis complètement d'accord. C'est juste le continent d'une vie, il n'y a pas une personne ou un groupe pour relever le niveau, c'est la guerre du plus gros débile, c'est absolument exceptionnel. Voilà, donc avec cette histoire-là, le match retour a lieu cette semaine. Tout simplement. Et le match retour de cette Sudamericana entre l'Alianza Lima et l'Universidad de Chile n'aura pas lieu à Santiago, il aura lieu à Coquimbo. On est très curieux de voir s'il y aura des baristas de la OU présents dans les tribunes. On va voir comment ça va être géré. On attend effectivement le prochain épisode. Il y a une grosse pression qui est mise hein, du côté des deux clubs. Et du coup, on en arrive à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On en regrette finalement que, et c'est ce que voulait l'Alianza Lima au départ, mais forcément ça les arrange, c'est que ni Independiente ni la OU puissent passer en quart de finale de la Sudamericana. Voilà, parce qu'on est aussi, on l'a dit, hein, on n'est pas sur les chips les plus craquantes du paquet. On va terminer
avec la Sudamericana, je le disais, vous l'avez vu sur ce tableau, sur la finale, il y a écrit Asunción, et c'est la dernière news de la semaine. Si vous aviez suivi les actualités, vous savez que normalement, cette finale de Sudamericana devait être historique puisqu'elle devait se dérouler dans un pays qui n'avait jamais accueilli de finale. Ce pays, c'était la Bolivie. Alors, si vous suivez Lucarne Opposée sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, j'avais tweeté il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près, une photo. Cette photo, c'est l'Estadio Tawichi de Santa Cruz, c'est là où devait avoir lieu la finale de la Sudamericana. Voilà l'état du stade à 3 mois de la finale, 22 novembre. On est quasiment jour pour jour, pas 3 mois, 2 mois, pardon. Mais cette photo, elle est d'il y a un mois, donc elle était à 3 mois. Voilà, vous voyez la photo si vous êtes sur YouTube, à Santa Cruz de la Sierra, effectivement. Et donc, on était un petit peu inquiet sur cette histoire-là. Et la CONMEBOL aussi était inquiète. Et elle a envoyé une commission pour justement aller voir où on en était dans l'avancement de ces travaux. Et elle a rendu cette décision il y a quelques semaines. Et vous l'avez deviné, la décision, c'est que la finale, elle ne se jouera pas à Santa Cruz de la Sierra. Je vais vous le lire, hein, le compte-rendu de la décision de la CONMEBOL. Malgré les efforts déployés, la dernière inspection technique du stade Tawichi Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra a montré des données décourageantes quant au respect des délais et du calendrier des travaux et améliorations afin d'accueillir la CONMEBOL Sudamericana 2025. Compte tenu des circonstances, la CONMEBOL a donc décidé de déplacer le lieu de cette finale à Asunción, au Paraguay, à la même date. Cette nouvelle désignation est conforme au protocole établi pour les finales uniques qui précise, c'est pour ça que je vous explique, je le lis parce que comme ça vous saurez pourquoi c'est Asunción, qui stipule qu'en cas de nécessité de changement de lieu, la ville de l'édition précédente qui dispose déjà de l'infrastructure et de l'expérience d'une finale sera choisie. Voilà, ils ont entamé des discussions. Je viens de te le dire, Ibra, pourquoi le choix d'Asunción. Des discussions ont donc été entamées avec le gouvernement du Paraguay et la fédération du Paraguay, blablabla, paraguayenne, etc., etc. Alors tout cela, c'est quand même un sacré coup dur, vraiment, pour la fédération bolivienne, même si la CONMEBOL indique qu'elle continuera à investir et à améliorer le Tawichi Ramón Aguilera pour les tournois à venir. Parce que c'est ce qui est précisé aussi par la CONMEBOL, la fédération bolivienne est officiellement candidate à accueillir une finale de Sudamericana, mais pas celle de l'année prochaine, celle de l'année d'après, 2027. Donc on commence à retarder quand même un petit peu plus, hein, ce qui prouve qu'on n'était quand même pas bien. Mais effectivement, le coup est rude, et il est rude à plusieurs niveaux, et à un niveau principal, forcément, vous vous en doutez, c'est le niveau économique. Alors il y a un petit peu de politique qui se met là-dessus, forcément, l'ancien gouverneur de Santa Cruz a expliqué que lui, il y a 15 jours, lorsqu'il avait tenu une réunion, 15 jours auparavant, lorsqu'il avait tenu une réunion avec la société qui certifiait les stades pour la CONMEBOL et avec le conseil d'administration de la fédération bolivienne et l'ensemble de la délégation de la CONMEBOL, il avait dit qu'ils avaient contenu que oui, le calendrier était serré, mais que c'était possible, il pouvait garantir la finale, il montrait qu'il avait les ressources nécessaires pour combler les lacunes, etc. etc. Et c'est intéressant parce qu'il a dévoilé quel était le budget pour ce stade. Donc, il y avait 3 parties pour les travaux dans ce stade, un projet qui s'appelle Unité des projets spéciaux. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, avec un projet qui était de 49 millions de bolivianos, qui a été ajusté à 49 par rapport à la crise et les coûts, blablabla. Il y avait une contribution de la CONMEBOL de 2 millions de dollars, ça correspond à 14 millions de bolivianos, qui était initialement prévu dans le... Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où vous voyez que c'est très les problèmes de l'Amérique du Sud et parfois de la Bolivie. Ces 2 millions de dollars étaient prévus pour les infrastructures du stade. Ils ont été réalloués pour juste les lumières. Voilà. Pour 2,1 millions de dollars. Juste les lumières. Donc, on n'a pas touché aux infrastructures du stade. Et donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a un manque à gagner aussi derrière, maintenant, pour Santa Cruz, pour la Bolivie, pour son football. On ne sait pas si la CONMEBOL continuera à donner de l'argent qui, vous voyez, ne sert pas à ce à quoi il est censé être alloué. Ils ont quand même assuré que plus de la moitié des ressources étaient garanties. Plus de la moitié des ressources, c'est-à-dire que pas la totalité des ressources nécessaires étaient garanties par des lettres d'intention d'entreprises privées. Donc il n'y avait rien
concrètement, que les contrats n'avaient donc jamais été signés, parce qu'il explique qu'il y avait un troisième modèle qui était une histoire de réallouer le stade à des sociétés privées qui allaient gérer tout ce qui est loge d'hospitalité, écran, son, etc., etc. Donc il y a une grande partie de l'argent, 72 millions de bolivianos, c'est la plus grosse partie du budget. La moitié seulement, soi-disant, était financée par des lettres d'intention. C'est beau ça, financée par des lettres d'intention. Des contrats jamais signés. Voilà, on souffle, on s'étonne pas finalement pourquoi ça a fini par capoter. On se pose aussi de vraies questions. Je le disais, il y a une image, il y a aussi des entrées d'argent qui s'éloignent. Il y a en termes de tourisme, le président de la Chambre bolivienne du tourisme, Luis Ampuero, a expliqué que la Bolivie allait perdre au moins 30 millions de dollars sur l'ensemble de sa filière touristique liée à cet événement-là. C'est des coûts qui ont été estimés par rapport à ce qu'ont rapporté les précédentes finales de Sudamericana. Et donc forcément, il a dit que ça allait avoir un impact sur la création d'emplois, les recettes et les devises et les recettes en devises. Donc voilà, il y a toute une chaîne qui va être touchée, toute une économie locale qui va être touchée. Forcément, il y a de l'argent qui a été donné, vous voyez qu'il a été alloué ailleurs, on ne sait pas où il est parti, c'est le gros problème de la Bolivie. Et il y a un autre problème dans cette histoire-là, c'est qu'il y a des équipes qui jouent dans ce stade normalement. Le Tawichi Ramon Aguilera de Santa Cruz, c'est notamment Blooming et Oriente Petrolero, qui sont les deux grands clubs du coin. Et eux, ça fait plus d'un an qu'ils ne jouent pas dans leur stade, près d'un an qu'ils ne jouent pas dans leur stade. Et si les travaux, parce qu'on ne sait pas maintenant du coup, par rapport à toute cette histoire-là, ce qu'il adviendra des travaux de rénovation du stade, puisque finalement, plus personne va pouvoir payer le manque à gagner, enfin, va pouvoir payer pour une finale qui n'aura pas lieu, ou en tout cas pas tout de suite, on ne sait pas comment ces deux clubs vont pouvoir retrouver leur stade et jouer dans leur championnat, dans leur stade. Et comment on pourra, voilà, comment ils vont pouvoir retrouver l'équité sportive en jouant chez eux. C'est toujours le même problème. 2 millions pour des lumières, ouais, c'est ça. C'est toujours le même problème de l'Amérique du Sud, c'est le problème de certains pays en Amérique du Sud, c'est le problème de la Bolivie. C'est pour ça que je passe mon temps à vous rappeler que si la Bolivie n'avance pas, c'est parce que sa fédération et ses gouvernements sont complètement corrompus, que l'argent est tout le temps détourné. Donc voilà. Oui, je crois que c'est ça, Pierre, que la finale de l'année prochaine est à Barranquilla. Donc voilà. C'est pas tout à fait ça, le parallèle Independiente Real. Hein, quand même, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, voilà. Donc il y a un vrai problème pour la Bolivie. Il y a une vraie interrogation. Une fois de plus, il y a une possibilité d'avancer, une possibilité de moderniser des infrastructures, une possibilité d'avancer, d'offrir des nouvelles conditions à ses joueurs et à son football professionnel. Et une fois de plus, ça capote. Et on s'étonnera que ce football a toujours du mal à avancer, alors que franchement, il y a vraiment de quoi faire. Vraiment de quoi faire. Voilà pour malheureusement Santa Cruz de la Sierra qui n'accueillera pas tout de suite la finale de Sudamericana. Je vous remets le tableau final. Et bien malin pour le coup, et c'est en ça qu'elle est sympa cette compétition aussi, bien malin celui qui peut déjà deviner la finale de cette compétition. Donc voilà, j'arrive pas à remettre la vidéo des Barras de Laou, je te laisserai là. Ah si, là voilà, je vous remets un dernier coup la vidéo des Barras de Laou. Voilà, regardez bien, ça arrive dans le stade et avec l'accréditation. Attention, c'est maintenant. Stade, accréditation. Voilà. Ils sont magiques. Voilà, c'est cadeau, Ophélie. Le scandale d'Aurora. Il y a beaucoup de scandales en Bolivie, des matchs truqués, de corruption des arbitres. On en a déjà parlé dans les derniers, dans des lucarnes américaines précédents. C'est pour ça que, voilà, malheureusement, ça plombe ce football-là qui mérite mieux, vraiment. Mais tant qu'il est gangréné par cette espèce de système ultra corrompu, et là, vous le voyez, pour organiser une finale, il y a 2 millions qui sont alloués par la CONMEBOL pour les infrastructures. Et il y a 2 millions qui partent dans les lumières. Voilà. Bref, c'est le malheur de la Colombie. Voilà. C'était la dernière news de la semaine. Je vous avais dit en 1 heure, 1 heure et demie. Vous voyez, 1h20. On est plutôt pas mal. On est dans les temps. Mais c'était important de faire cette espèce de panorama un petit peu plus complet que d'habitude au niveau des news. On retrouvera... je te le retrouverai, Filios. On retrouvera... on reparlera on retrouvera, je la refais,
On retrouvera la formule un petit peu plus classique des lucarnes américaines dans les prochains numéros, avec les news, le dossier, les Golasso. C'était là l'occasion du retour. Je vous rappelle donc que cette émission va être disponible en replay sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Si ce n'est pas fait, je vous invite à venir nous suivre sur ces plateformes-là. Je le disais en introduction, mais voilà, il y a des choses qui vont arriver, notamment au niveau des podcasts. Il y a des choses qui vont se développer, il y a des choses que je suis en train d'écrire, notamment des nouvelles histoires que je vais développer en podcast, uniquement en podcast pour le coup. Donc voilà. On va aussi, je vais, avant de conclure, terminer avec le fameux programme de la semaine sur Hello. Je vous l'ai dit, on va se retrouver dans la nuit de jeudi à vendredi pour les 2 derniers quarts de finale de la Libertadores. Sao Paulo accueille la LDU, victoire 2-0 de la LDU à l'aller au Morumbi. Estudiantes au Uno accueillera Flamengo. Premier match à minuit, deuxième à 2h30. On suivra les 2 matchs. On arrivera vers 23h50, donc jeudi soir. Ça, c'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, ça sera donc le prochain live pour répondre à la question de King Genesis. Là, ensuite, on se retrouve dans la nuit de samedi à dimanche pour la traditionnelle soirée MLS vers 1h15. Vous en avez plus ou moins l'habitude. On est en train vraiment d'entrer, on est dans le sprint final, hein, on est à 4 matchs de la fin. Pour les places, pour les playoffs, donc des nouvelles places vont pouvoir être allouées, de nouveaux éliminés, etc. etc. 23h30, il n'y a pas de match du PC. Il n'y aura pas CC, je te promets. Et on se retrouve probablement dimanche soir pour une nuit sud-américaine. On n'a pas des matchs les plus fous du monde, mais on a River face à Riestra, ça peut être drôle. Et il y a, je crois que c'est Bragantino Santos au Brésil. Donc on peut aussi, il y a un monde dans lequel on fait ça. On fera probablement une nuit sud-américaine et on reviendra un petit peu là-dessus. Donc voilà. Je rappelle donc les rendez-vous jeudi soir, 23h50 à peu près, un peu avant peut-être, pour la soirée Libertadores. Samedi, dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h15 pour la MLS et dimanche vers 23, un peu avant 23h si tout va bien. J'ai pas regardé. Attendez, vous savez quoi? Je vais vérifier un truc parce que je vous annonce un 23h, mais il y a un monde. Il y a un monde. Voilà. Rennes joue à 20h45. Donc je serai au stade. Donc on se retrouvera après. Donc on verra, peut-être qu'il n'y aura pas de nuit sud-américaine, il y aura peut-être une nuit sud-américaine dimanche, on verra ce qu'on fait. Voilà, mais en tout cas on sera là jeudi soir, samedi soir et peut-être dimanche soir, et évidemment pour Lucarne américaine, on se retrouve cette fois, c'est promis, lundi prochain à 22h avec un format un petit peu plus classique. On salue tous les Joël du chat, je remercie donc tous ceux qui étaient présents dans ce chat, tous ceux qui nous écoutent, qui nous réécoutent, qui écoutent les replays, etc. etc. Tous ceux qui nous suivent, qui ont pris des subs, n'hésitez pas à le faire si vous le pouvez. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve donc jeudi soir ou pour des lives et des watch parties, et sinon lundi prochain pour le prochain numéro de Lucarne américaine. Salut tout le monde.